1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bienvenue dans notre chronique du mois de novembre. Je retrouve avec grand plaisir Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, chaud, comme d'habitude tu vas me dire. Mais là, c'est encore plus particulier. Nous parlons du contrat de syndic. Avant d'aller plus loin, je te propose de définir le contrat de syndic, ou du moins de nous expliquer. Effectivement, donc rappelons que le syndic est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Donc le syndic gère pour son compte les parties communes et tous ses intérêts, c'est-à-dire ses créances, ses dettes, etc. Il faut formaliser cette représentation légale et c'est par un contrat de mandat, donc un mandat type aujourd'hui, qu'on le fait depuis la loi Allure de 2014 et son décret du 26 mars 2015. Sans refaire toute l'histoire du contrat de syndic, rappelons simplement qu'avant la loi Allure, le contrat de syndic venait déjà d'être réglementé par l'arrêté Novelli du 19 mars 2010, avec toujours cette idée de trouver un équilibre entre les parties pour empêcher les dérives de certains syndics par le passé et surtout de satisfaire au lobbying ininterrompu des associations de consommateurs. Cet arrêté Novelli prévoyait une liste de prestations de base incluses dans le forfait de rémunération du syndic et tout le reste pouvait être facturé en plus. Nous avions donc, si je puis dire, un contrat sauf tout le reste. Et depuis la loi Allure, on a inversé la donne. On a désormais un contrat tout sauf. Oui, l'idée du contrat tout sauf, j'aime beaucoup. Sauf que quelques-uns de mes clients, et chers copropriétaires, ont tendance à retenir l'idée du tout et à oublier l'idée du sauf qui suit. D'ailleurs, pour parler chiffres et rester concret, l'association CLCV a réalisé fin 2016 un sondage auprès de 4251 de mémoire copropriétaires pour savoir ce qu'ils pensaient de leur syndic et à quel point ils en étaient satisfaits. Et 51% sont indiqués qu'ils étaient pas du tout satisfaits et 21% qu'ils étaient carrément mécontents. Les principales causes données de mémoire étaient les tarifs, les augmentations tarifaires suite à la mise en place de ce contrat type, et puis les prestations qu'ils ne jugeaient pas au niveau. C'est vrai qu'en assemblée générale, c'est beaucoup de pédagogie, de négociation pour expliquer pourquoi est-ce qu'on augmente nos tarifs, pour expliquer un peu tout ça finalement. Comment ça se passe chez toi ? C'est vrai qu'on passe toujours beaucoup de temps à expliquer le contrat de syndic et nos honoraires. Alors, je dirais que c'est peut-être la tendance du low cost qu'on retrouve dans un peu partout. On tire les prix, on tire les prix. Alors moi, j'explique aux copropriétaires que la qualité, ça se paye. C'est un service. S'ils veulent un bon gestionnaire de copropriété, ça se paye. C'est le discours que nous tenons à l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, la qualité. Oui, la qualité. Et ce que je dis à mes copropriétaires, c'est vous ne pouvez pas avoir Versailles en payant le prix du leader price. Toujours est-il que pour revenir à l'esprit du contrat, il est amusant aussi de constater que la loi a légitimé la possibilité de facturer en plus des prestations. Donc, de manière indirecte, elle est revenue sur l'idée du contrat forfaitaire. Effectivement, comme tu l'indiques, le contrat type actuel contient deux parties. Dans la première partie, nous avons les missions générales du syndic, donc incluses au forfait de rémunération. Donc ça, c'est le tout ? Exactement. Dans la seconde partie, sous forme d'annexe, nous avons la liste des prestations pouvant être facturées en plus. Le sauf. Voilà. Et cette liste est exhaustive, ce qui signifie que toute prestation qui ne serait pas listée dans cette annexe est automatiquement une prestation incluse au forfait de base. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire, mais très rapidement, en 2-3 mots, c'est quoi ces prestations ? Alors, ces prestations facturables en plus, donc on a les réunions d'Assemblée Générale, Conseil syndical et les visites supplémentaires. On a les démarches suite aux modifications d'un règlement de copropriété, la gestion de certains sinistres, la gestion des travaux votés en Assemblée Générale, les diligences en matière de contentieux et d'autres prestations comme le montage d'un emprunt bancaire collectif, d'un dossier de subvention ou la reprise comptable d'un exercice antérieur non approuvé ou non réparti du temps de l'ancien syndic, le syndic sortant. D'accord, merci beaucoup de tes explications et j'espère que tous nos auditeurs auront
auront bien compris ce qu'est le contrat de syndic et de quoi il se compose. Maintenant, je te propose de revenir au débat autour du contrat, justement. Je te parlais tout à l'heure de 60 millions de consommateurs, donc avant le début de l'émission. Et c'est vrai que j'aurais pu aussi parler de l'ARC ou de bien d'autres. Donc on parle de 47% d'augmentation des honoraires en fait, entre l'ancien contrat et le nouveau contrat. Et ça suscite tellement de passion. Je ne sais pas si tu te rappelles le titre des magazines. Je voulais savoir pour toi à quoi ce phénomène est dû. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, on va commencer à parler un peu des limites de ce contrat. Comme tu le dis, Nafi, jamais un contrat n'aura autant fait parler de lui. Alors pourquoi ? On en vient donc aux limites de ce contrat. Ce contrat type s'impose aux parties, comme on l'a dit. Il contracte sans aucune possibilité d'aménager le contrat, ni dans son contenu, ni dans sa forme. C'est un peu paradoxal. Exactement. En ce sens, je dirais qu'il est une limite à la liberté contractuelle, une limite stricte, une limite forte. C'est donc un contrat dit réglementé, à l'instar des contrats de consommation. Oui, alors que le syndicat des copropriétaires avec qui on souscrit le contrat n'est absolument pas un consommateur, puisque l'article liminaire, ça veut dire l'article 1er du Code de la consommation, dit bien que le consommateur ne peut être qu'une personne physique, et le contrat de syndic est passé avec une personne morale. Tout à fait. Alors, favoriser de manière comme ça impérative, au nom de la protection absolue du consentement du consommateur, le principe du formalisme l'emporte sur le principe du consensualisme. Là, on parle de la théorie générale des contrats du Code civil. Oui, tout à fait. Et ça me paraît excessif. Le droit de la consommation a envahi le Code civil, c'est évident. En outre, faut quand même préciser que le contrat type prévoit des prestations dites individuelle, je dirais au mépris du principe de ce qu'on appelle l'effet relatif des contrats. C'est un principe également du Code civil. D'accord. Alors, au niveau économique, je ne sais pas si on peut commencer à en tirer un bilan. Toujours est-il que les associations de consommateurs ne se privent pas pour le faire. Tout à l'heure, je parlais de 47% d'augmentation, ce qui me paraît totalement absurde, puisque finalement, les associations de consommateurs comparent un contrat avec moins de prestations à un contrat avec plus de prestations et en conclut qu'il y a forcément une augmentation. Donc ça me paraît, c'est un peu comme si on comparait des patates et des carottes finalement. Qu'est-ce que tu en penses ? Effectivement, le contrat type loi Allure, avec ce contrat, certains honoraires auparavant particuliers ont dû être transférés dans les honoraires de base, tel un jeu de vase communicant. On parle de la gestion des compteurs de fluide, des frais de reprographie, de l'assemblée générale annuelle notamment. De plus, la loi Allure a fait peser sur le syndic de nouvelles obligations. Rapidement, la gestion des comptes bancaires séparés, la gestion des fonds travaux et des livrets, la gestion de l'extranet, la mise à jour annuelle de l'immatriculation au registre, les fiches synthétiques, ce qu'on appelle entre guillemets les pré-états datés. Alors, bien que le syndic parvienne à informatiser ou automatiser certaines tâches et gagner en productivité, en bons professionnels, il n'en reste pas moins que ce sont des tâches supplémentaires. Il est donc tout à fait normal, à mon sens, que le travail du syndic soit revalorisé à hauteur de ces tâches supplémentaires effectuées. Effectivement, plus de prestations à faire, c'est normal qu'il y ait plus de rémunération en face. C'est mathématique, le syndic doit être rentable. Il n'a pas de raison qu'il soit bénévole. Bon, on verra tout ce que ceci va devenir, de toute façon, avec la réforme annoncée du droit de la copropriété. Quoi qu'il en soit, si je devais donner un avis personnel sur le contrat, je le trouve trop long, complexe. Et je pense que la loi Allure, de toute manière, a été mal conçue. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Je me trompe à chaque fois quand je prononce. Donc on peut dire que la loi Allure a été mal conçue, puisqu'elle n'a pas été énoncée clairement. Alors, tout à fait. Alors, moi, effectivement, quand je vois ce contrat type de 12 pages, où l'on ne peut pas bouger une virgule, avec une litanie de prestations et autant de subtilités réglementées, je pense que tout cela est
un peu exagéré. Surtout que, mais ça on en a parlé déjà longuement tous les deux, pour moi c'était totalement inutile de lister les missions du syndic puisqu'elles sont déjà définies dans l'article 18 de la loi de 65 qui est l'article qui régit le fonctionnement des copropriétés et qui est une loi d'ordre public. Tout à fait. Donc ce n'est que redondance, il aurait simplement suffi un contrat avec qui fixe les honoraires finalement. C'était pas la peine de faire plus. Tout à fait. Moi, je suis partisan de la simplicité et donc plutôt favorable à un contrat de mandat. Un contrat de mandat global où je dirais peut-être seule la gestion des gros travaux pourrait faire l'objet d'une rémunération supplémentaire. D'ailleurs, en Belgique, c'est comme ça que ça se passe. Le contrat de syndic est un contrat global. En revanche, les prix sont 30-40% supérieurs. Oui, ce qui paraît tout à fait normal. J'imagine qu'après, en fonction des assemblées générales et du travail que la copropriété a occasionné au syndic, les honoraires sont réévalués à la hausse ou à la baisse. Tout à fait. Moi, de toute façon, je suis pour le retour à la simplicité. Et c'est d'ailleurs le fil conducteur de la réforme de la loi du 10 juillet 1965 qui est proposé par les juristes du Gréco, un groupe de travail, et l'excellent travail de son président, le professeur Périllet-Marquet. En tout cas, le débat est ouvert. Je te remercie Gilles pour ce nouvel échange qui, j'espère, aura éclairé nos auditeurs sur les enjeux du contrat de syndic. Est-ce que tu reviendras ? Bien sûr, Nafi. Super. La prochaine fois, nous aborderons l'autogestion, puisque finalement, les copropriétaires sont mécontents, trouvent qu'ils payent trop cher, et ça les pousse à se tourner vers une nouvelle forme de gestion, l'autogestion, qui est beaucoup moins chère, et bien sûr, ils sont obligés de s'investir un petit peu plus. Nous en reparlerons. À bientôt, Gilles. À bientôt, Nafi. Vous avez aimé la chronique ? Retrouvez-nous sur le site radioimo.fr, l'application. N'hésitez pas à la télécharger en podcast et à la diffuser. À très bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière.